Hello, salut l'équipe, salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième émission de la ligne bleue. On va essayer de faire un format avec Twitch en même temps pour pouvoir réagir avec vous. Je suis ravi de vous retrouver. On va essayer de faire ça mardi ou mercredi chaque semaine. Et puis on va débriefer ensemble du coup l'actualité et puis approfondir un sujet un peu plus en profondeur. Voilà, sur cette semaine, ça sera est-ce que la NHL joue encore au hockey sur glace? C'est un peu une hot take, mais on essaye de voir les problématiques en tout cas que soulève la NHL de par son côté, euh, son côté ultra commercial. Et on va voir ensemble si on arrive à analyser tout ça. Le programme de la semaine, c'est comme d'habitude les news, la météo, la discussion, et on essaiera de faire une petite analyse derrière sur l'entrée de zone et le power play de Montréal avec l'écran tactique interactif. On commence tout de suite avec la météo de la semaine. Alors, la météo de la semaine, ben, c'est à mon sens assez intéressant à regarder. Alors, attendez, je jongle un petit peu encore avec le côté informatique. Mais la météo de la semaine, pourquoi je commence par ça? Parce que je pense que c'est le plus intéressant. Cette semaine, on a eu le droit à des équipes en très grande forme. Je pense notamment à Montréal, qui a gagné ses 4 matchs rapprochés, dont 2 à l'étranger. Très belle victoire, un Dobèche très solide. On va en reparler de Dobèche, mais l'équipe en général est quand même super solide. Euh, Caulfield continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir marquer, et Suzuki est toujours aussi impressionnant. Donc vraiment, c'est assez intéressant. Mais dans l'idée, de manière générale, Montréal s'avance comme une très très bonne équipe. Je pense qu'on fera un focus sur Montréal peut-être dans la prochaine émission pour voir la construction de cette équipe et le fait qu'à mon avis, elle va être bonne pendant 5, 10 ans, tellement l'équipe est intelligemment construite. Alors j'ai fait un petit jeu de mots. Les Oilers, le prix du pétrole monte. Alors c'est dans l'actualité, mais c'est vrai que les Oilers qui sont quand même privés de Draisaitl jusqu'à la fin de saison, ben ça n'y paraît pas. Alors ils ont eu des matchs contre des adversaires directs de la division, et c'est vrai que ces adversaires directs-là sont pas en très grande forme, notamment Vegas. Euh, mais quand même, les Oilers gagnent, c'est 3 victoires cette semaine et ça les tranquillise vraiment pour la qualification. Ils risquent même d'avoir l'avantage en playoff enfin, d'avoir l'avantage du terrain et commencer à domicile probablement face à Vegas. Donc c'est quand même un gros avantage. Et puis au final, ils sont pas si loin d'Anaheim dans la lutte à la première place de la division. Donc pourquoi pas. Petit ciel dégagé sur Saint-Louis. Saint-Louis qui connaît une année franchement horrible, hein, on va pas se mentir. Très très compliqué. Il y a pas, enfin en tout cas on sent pas de dynamique positive et c'est vrai que du coup Saint-Louis cette semaine est quand même bien remonté. 3 victoires de suite, je crois que ça leur était pas arrivé cette année. Et du coup c'est vrai que bah, c'est un peu de ciel dégagé dans une saison quand même bien orageuse. Alors ils vont pas aller en série, hein, ils sont trop loin à mon sens, mais c'est quand même une bonne semaine pour Saint-Louis. Les Wings maintenant, bah, le problème des Wings, c'est que j'ai l'impression que les 3 dernières saisons, c'est la même chose. On se retrouve à 20 matchs de la fin de saison en série, et plus le temps passe, plus effectivement, bah, on les sent perdus, entre guillemets, sur la conduite à tenir, si je puis me permettre. Sur voilà, on a un peu des blessures, on a Larkin qui s'est cassé, mais pour autant, il n'y a pas de justification au fait que l'équipe s'effondre un petit peu. Alors attendez, on va essayer de voir ensemble. Je vais vous montrer le classement, mais effectivement, bah, les Wings, maintenant, ils se sont fait passer devant par les Senators, par les Blue Jackets, par les Bruins. Et des équipes comme Montréal, maintenant, ils ont 8 points d'écart. Ça fait 4 victoires. Il reste 9 matchs seulement pour les Wings, euh, 9 pour Montréal aussi. J'ai peur que cette année, une nouvelle fois, ils arrivent. Ils sont un peu courts hein, sur la fin de saison. Pour ce qui est de la qualification en série, on rappelle qu'avec les Sabres de Buffalo, qui eux pour le coup devraient y aller en playoff, c'est l'équipe de NHL qui a raté les séries depuis le plus longtemps. Donc pour une franchise aussi successful comme on dit,
ça paraît un petit peu embêtant, un petit peu compliqué. Pour le dernier, bah, on va un petit peu en parler, ça va faire partie des news de la semaine en même temps, mais ben, Vegas, rien ne va plus. On va voir ça dans les news de la semaine. On the ice with Iginla. Iginla scraping forward. Sidney Crosby, the golden goal, and Canada has won. Alors si Vegas rien ne va plus, ben c'est principalement parce que l'équipe a décidé de se séparer de Bruce Cassidy, hein. Bruce Cassidy qui a quand même permis à Vegas de remporter le championnat il y a maintenant 3 saisons, en 2023. Donc l'équipe allait mal, hein. L'équipe était sur, je pense que si je vous passe sur le classement, on va le voir, mais l'équipe allait pas bien. Oula, je me mélange les pinceaux. Euh, voilà. L'équipe allait mal, elle était sur une série de défaites. Alors ils ont gagné leur premier match après Cassidy, et surtout il faut noter qui a été nommé derrière Cassidy. Le souci, c'est que Cassidy était connu pour être un entraîneur quand même déjà qui serrait bien la vis, hein, qui laissait pas beaucoup de liberté à ses joueurs. Et on a décidé de faire entre guillemets encore pire avec John Tortorella, le José Mourinho du hockey si on veut, hein, lui qui avait gagné avec Tampa il y a maintenant une vingtaine d'années. Il est quand même connu pour avoir un management à l'ancienne, très sévère. Je sais pas si sur une équipe comme Vegas ça va pouvoir le faire. Maintenant, quoi qu'il en soit, ben, le general manager a décidé de ne pas laisser la situation péricliter. Alors, c'est surprenant parce que Vegas, même s'ils font une très mauvaise saison, ils étaient encore en série. Mais pour autant, ben, voilà, on a décidé de couper court à toute suite. Et bon, encore une fois, hein, Vegas est à un point d'Edmonton et d'avoir l'avantage du terrain. Et techniquement, s'ils finissent bien la saison, ils peuvent encore gagner la division. Mais on n'a pas voulu être patient à Vegas. Bon, on sait que Vegas, c'est pas une équipe très patiente, hein. Ils ont tout misé sur une équipe forte actuellement. Ils n'ont pas beaucoup de choix de draft, etc. Donc la fenêtre d'opportunité, elle est maintenant. Elle n'est pas dans 5, 6 ans. Donc c'est pas choquant, mais on va dire que pour un coach qui a gagné il y a 3 ans avec une équipe, la première victoire de la Stanley dans l'histoire de Vegas, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Maintenant, l'équipe semble avoir réagi sur le premier match, à voir comment ça se confirme ou non par la suite. Dans les autres news de la semaine, bah, je pense qu'on peut pas passer à côté, hein, mais la course au trophée Maurice Richard, Maurice Rocket Richard, c'est une course à deux, hein. On a deux concurrents en Cole Caulfield et Nathan McKinnon. Cole Caulfield est vraiment exceptionnel, hein. Il a un pourcentage de tirs au but marqué, je crois, à 13 ou 14%, ce qui est vraiment énorme euh, pour un joueur de NHL en 2026. Il est à 46 buts. Il lui reste 4 buts pour aller gratter la zone des 50. C'est une zone vraiment importante et je pense qu'elle est un peu sous-estimée. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a que 14 joueurs qui ont réussi cet exploit de marquer, 14 joueurs actifs, hein, pardon, qui ont réussi l'exploit de passer cette barre des 50 buts en 82 matchs sur des saisons de 82 matchs. Alors, il y a les évidents, hein, Crosby, Ovechkin, McKinnon qui pour le coup l'a déjà fait. Mais il y en a d'autres un peu moins évidents. Alors Stamkos, bien évidemment aussi, le grand buteur de Tampa à l'époque, qui d'ailleurs fait une bonne petite partie de saison, là, en deuxième partie de saison, c'est très intéressant. Il y a des joueurs un peu plus surprenants. Alors j'avais fait les recherches avec un copain et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux trois joueurs qu'on n'aurait pas trouvé tout de suite. Alors il y a Zach Hyman qui avait fait une saison exceptionnelle il y a 2 saisons avec 53 buts, je crois. Très bon buteur. Bon, il a la chance de jouer avec le duo fou des Oilers en McDavid et Draisaitl. Mais il y a des joueurs encore plus surprenants et c'est Sam Reinhart aussi. Et j'ai oublié Auston Matthews dans les meilleurs buteurs, hein, bien évidemment. Il y a Sam Reinhart qui avait mis 57 pions il y a 2 saisons, l'ailier des Panthers. Vraiment, c'était pas le premier nom qui me venait en tête, mais en tout cas, c'est impressionnant. Et puis, dans les deux derniers noms qui m'avaient vraiment surpris quand j'ai fait l'analyse, c'était Chris Kreider, le joueur préféré de Montréal. Vous comprenez que je rigole en faisant référence à la finale où il avait glissé dans Price volontairement pour le blesser.
Et puis le dernier, c'est Corey Perry. Corey Perry, monsieur final perdu, qui reste quand même un très bon buteur, maintenant qu'il joue un rôle un peu plus de soutien. Mais voilà, Cole Caulfield aurait la possibilité de rejoindre ces joueurs-là. C'est quand même pas rien. Vu le rythme auquel il est actuellement, j'aurais du mal à imaginer qu'il ne parvienne pas, on va dire, à ses 50 buts. On lui souhaite en tout cas, et puis ça ferait du bien à tout Montréal qu'il parvienne à ses 50 buts. Au niveau des stats, on va faire une petite stat un petit peu surprenante pour continuer. Alors, on a appelé ça la Pavel Data de la semaine. J'espère que vous aurez la référence. C'est Troy Terry. Troy Terry qui est un très très bon joueur, hein, le joueur d'Anaheim, qui a mis un petit bout de temps avant de s'établir, on va dire, comme joueur régulier en NHL. Lui qui a toujours été un très bon buteur, mais qui, bah voilà, on lui reprochait un petit peu un côté défensif absent, etc. Et la stat vraiment intéressante, alors je pense pas que je la verrai là, mais donc très bonne saison, hein, entre 53 points en 53 matchs. Difficile de dire quoi que ce soit sur Troy Terry, lui qui marque un peu plus d'habitude, mais quand même impressionnant. Mais alors la stat qui nous a fait bondir, c'est qu'il a toujours pas mis une charge de l'année. En 53 matchs, il n'a pas mis une charge. Il a 0 hit enregistré sur la saison. Alors oui, le hockey, enfin c'est pas du foot quoi. C'est un sport de contact et ça paraît fou de se dire que ce mec-là qui joue quand même une vingtaine de minutes par match, hein, vous voyez, enfin c'est un top 6 de Anaheim, n'a pas mis une charge de la saison. Je sais pas quoi en penser. Je pense que c'est assez historique. J'ai pas souvenance d'avoir un joueur comme ça qui n'avait pas mis une charge de la saison en NHL. C'est vraiment la stat qui nous a choqué quand on a préparé cette émission. Donc je tenais à vous en parler. Et puis on va finir avec le joueur de la semaine. Et je pense que le joueur de la semaine, vous l'aurez compris, c'est Jakub Dobeš, le gardien de Montréal. Euh, Est-ce qu'on peut dire nouveau gardien numéro un? J'ai envie de dire oui. Montembeault semble sorti totalement de l'équation. Voilà, il connaît une mauvaise saison, on va pas revenir dessus, mais ils ont rappelé Fowler qui semble être le numéro 2 maintenant, quel gardien potentiellement pour les 10 prochaines années. Mais Dobeš est lui aussi très jeune, il montre une certaine solidité, il a pris énormément de tirs contre Carolina les deux fois et contre Columbus. Il a sorti, non je crois que Columbus c'est... Non c'était Fowler à Nashville. Mais en tout cas, très bonne semaine de Dobeš qui a vraiment montré qu'il était potentiellement un grand gardien numéro un. Dans l'analyse, il a vraiment calmé son jeu. C'était un gardien très explosif qui allait devant pour boucher les lignes de tir. Et c'est vrai que il s'est un petit peu calmé au contact de l'entraîneur des gardiens qui a changé là il y a quelques semaines. Et son jeu s'en ressent. Il est plus calme, il est plus posé. Alors il a eu de la chance sur certains plays, mais c'était vraiment intéressant et je pense que pour Montréal, c'est vraiment une super chose d'avoir la chance de pouvoir compter sur deux, voire trois gardiens de niveau d'être des gardiens numéro un. Alors Fowler, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, il a le potentiel pour. Et c'est vraiment l'info de la semaine, je dirais, du côté de Montréal, c'est que on semble avoir deux gardiens pour le futur et ça semble quand même très intéressant dans l'objectif de gagner la Coupe Stanley à plus ou moins long terme. Même pour cette année, là, Dobeš, il vient de faire 3 matchs à plus de 30 arrêts. C'est un pourcentage, je crois, de 930 sur les 3 derniers matchs. C'est vraiment impressionnant. Et c'est peut-être le chaînon manquant pour faire de Montréal une équipe vainqueur de la Coupe Stanley. Voilà pour les news de la semaine. On va passer maintenant à la discussion de la semaine. Kane, Campoli missed the puck. Ryan Johnson just gets it out. And Hughes dumped the puck back in. Campoli trying to clear it. Burrows shoots, scores! Wow. Alex Burrows started it. Nous revoilà de retour. J'espère que ça vous plaît. Euh,
Petit focus cette semaine sur les différences entre la NHL et le hockey de manière générale. Quand je parle du hockey de manière générale, je parle du hockey qu'on a l'habitude de voir, celui de Ligue Magnus, celui de Suisse, de National League. Euh, pour moi, il y a une vraie différence culturelle et même fonctionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier point qui m'a vraiment choqué lors du dernier match que j'ai eu la chance d'aller voir à Toronto, c'est la différence entre le rythme de jeu en Europe et le rythme de jeu en NHL. Alors les joueurs sont tous des avions, hein, on va pas se mentir, ils sont capables de patiner à des vitesses ahurissantes sur une glace qui est plus petite. Tu dois être tout le temps attentif pour avoir une chance de ne pas te faire sauter la tête par un mec comme Goudas, hein, pour ne citer que, le joueur préféré de la rédac, bien évidemment. Euh, non mais blague à part, il y a vraiment quelque chose qui est à souligner et c'est quelque chose qu'on va voir aussi apparaître au foot à la Coupe du Monde, c'est les pauses omniprésentes pour les pubs. Donc vous le savez très bien, il y en a au minimum deux, voire trois par tiers-temps. Alors généralement, ça se découpe sur le premier arrêt de jeu en zone neutre, passer 5 minutes de jeu pub, et passer 10 minutes, le deuxième arrêt de jeu pub, euh, du côté des retransmissions nord-américaines. C'est 1 minute 30 de pause. Et pourquoi c'est important? Parce qu'à mon sens, ça permet à certains joueurs de jouer énormément. Euh, Il y a une stat qui est intéressante, c'est sur les minutes jouées cette saison en NHL. Alors, j'avais fait la recherche par le site que je vous conseille, qui est QuantHockey, hein, qui est très intéressant, qui permet d'avoir vraiment des infos vraiment, enfin, de tout temps, qui sont super intéressantes. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment intéressé dans ce que je voyais. C'était dans les joueurs actifs actuels. Je vais vous montrer ça. Euh, dans les joueurs actifs actuels, le temps de jeu que va avoir Quinn Hughes cette saison. Alors on voit que Eric Carlson et Drew Doughty ont, durant leur carrière, vraiment monopolisé le glaçon. 29 minutes de temps de jeu sur la saison 2014-2015 et 2015-2016 pour les deux défenseurs All-Star et Hall of Famer. C'est vraiment impressionnant. Ça veut dire qu'ils ont quasiment joué la moitié des matchs. Moi, ça me paraît fou d'être capable de jouer la moitié des matchs. Alors, ce sont des athlètes hors normes, on est totalement d'accord là-dessus, hein. Surtout Carlson avec son patinage, qui est peut-être l'un des patinages les plus sous-cotés de la NHL. Il avait vraiment une qualité de patin exceptionnelle. Drew Doughty, c'était un athlète exceptionnel. C'est encore un très bon athlète, mais il a un peu ralenti avec le temps. Et Quinn Hughes, pareil, hein, voilà, on voit ses statistiques sur cette saison. 23-30 à 5 contre 5. Alors, il y a 4 minutes 17 de power play. Forcément, c'est pas les mêmes efforts. Ça permet effectivement de durer un petit peu plus longtemps. Il joue quasiment pas en infériorité numérique. Mais quand même, on a 27 minutes de temps de jeu. Et je pense que ce temps de jeu, il faut le voir sous le prisme des pauses. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est sans ces pauses, Quinn Hughes, il peut pas jouer 28 minutes. Par contre, quand il a 1 minute 30 pour souffler toutes les moitiés, enfin un tiers de période, ça permet quoi? Ça permet de reposer vos joueurs stars, ça permet de voir venir et de les relancer, peut-être pas le premier shift directement après la coupure pub, mais le deuxième. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant à souligner. Et c'est en ça que je trouve que ça dénature un petit peu le hockey sur glace. Vous allez en Suisse, il n'y a pas de coupure pub, il n'y a pas voilà. Les joueurs, ça joue à 4 blocs. Alors peut-être pas en playoff tous les matchs, mais ça joue à 3 bons blocs, allez 3 et demi, et ça tourne tout le temps. Et on a des temps de jeu qui sont quand même plus égalitaires. Alors je parle peut-être pas en D1 ou en Magnus, où on a généralement un bloc qui est vraiment dominant dans les équipes, et après généralement d'étrangers, puis après les blocs français. Mais vraiment, on a des temps de jeu qui sont ahurissants. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait un petit peu de hockey ou autre, mais jouer la moitié du match, ça me paraît complètement fou. Alors Quinn Hughes, c'est un cas un petit peu à part, hein. Je pense que il a vraiment un rôle de quarterback, de meneur assez important. Il y a aussi Zach Werenski qui joue 26 minutes 50 à Columbus. C'est deux défenseurs dominants. Pour autant, ça veut quand même dire qu'on peut jouer quasiment, je grossis le trait, mais quasiment avec quatre défenseurs tout un match.
C'est une prouesse, mais c'est une prouesse qui est vraiment tirée du fait que les coupeurs pubs omniprésentes permettent ces ruptures de momentum et même je vais enchaîner là-dessus, le momentum s'en trouve de temps en temps changé par ces coupures pub. On a une équipe qui domine, qui met 9 tirs de suite, et là on a une coupure pub, 1 minute 30, ben, le coach il peut quoi? Il peut discuter, il peut dire écoutez là, sortez le palais, jouez simple, etc. Remobiliser. C'est comme si on avait un temps mort en fait, euh, deux temps morts en plus dans chaque période. Et ça, j'avoue qu'en tant que Européen, ben, ça me choque. Alors déjà, on va pas se mentir, c'est relou à voir quand on regarde un match en direct. Ça coupe toutes les 5 minutes. Honnêtement, c'est insupportable, on va pas se le cacher, hein, même beIN Sport qui diffuse la NHL ne fait pas de pub durant ces intermèdes publicitaires. Et puis même pour être au match, il se passe pas, enfin quand on va sur une patinoire de NHL, il se passe pas grand-chose parce que au basket, vous pouvez faire des animations, etc. Il y a des pom-pom girls, etc. Euh, il y a des choses organisées sur la glace. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un en 1 minute 30, le faire ressortir, etc. Donc il se passe pas grand-chose et je trouve que ça coupe un petit peu de l'énergie des matchs. Alors on sait très bien, la NHL doit vivre par les pubs. Et c'est ce que je disais, la NHL vit par ses stars et c'est vrai que ça permet de faire jouer aussi les stars aussi longtemps. Il y a des attaquants qui peuvent se permettre de jouer 25 minutes de jeu, ce qui est inenvisageable s'il n'y avait pas ces coupures pubs. Pour autant, je ne suis pas persuadé que c'est rendre service au hockey de manière plus générale, parce qu'à mon sens, ben, ça coupe un petit peu la dynamique de tout ça. Ah, il paraît que j'ai une spectatrice devant le stream. Salut Faf. Merci de regarder, ça fait super plaisir. Et je vais enchaîner du coup sur un autre aspect qui me semble important. Alors, attention à prendre avec des pincettes. Je suis pas, et je vais pas vous dire qu'il faut absolument annihiler toute bagarre de la NHL. C'est pas mon propos. Ça reste un sport où on a pour coutume de régler ses comptes sur la glace, et je pense que c'est plus intéressant que de faire des coups salauds dans les coins avec des coups de crosse ou autre, ou laisser traîner un genou. Bonjour Monsieur Goudas. Toujours, encore et toujours le même personnage. Mais le match que j'ai eu la chance d'aller voir il y a quelques semaines, ce qui a fait le plus réagir les supporters, c'était vraiment ce côté bagarre. Il y a deux joueurs qui ont lâché les gants. Un joueur d'ailleurs qui jouait avec Toronto, qui n'a eu que 3 minutes de temps de jeu dans le match et qui n'était là quasiment. Je grossis le trait parce que c'est un joueur qui joue en NHL, il faut quand même respecter le niveau du gaillard, mais qui n'était que là pour lâcher les gants et se battre. Et c'est un peu dommageable parce que j'ai l'impression que dans le public, en tout cas à la Scotiabank Arena, il y avait beaucoup de gens qui étaient là que pour ça. En playoff, que ça se castagne, que ça lâche les gants, ça me choque pas. Il y a une rivalité, tu joues plusieurs matchs de suite contre la même équipe, tu as des comptes à régler s'il y a eu des blessures, ça me choque moins. Là, c'était vraiment du folklore et je comprends l'idée que ça intéresse les gens parce que ben voilà, c'est télévisuel, on voit deux gaillards qui font 1,95 m, allez 2 mètres avec les patins pour 110 kilos se fracasser. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce côté-là. Pour moi, c'est pas forcément du hockey. Régler ses comptes, oui, je l'entends. Goudas a lâché les gants d'ailleurs contre Domi hier pour régler le différend suite à la blessure de Tavares. Mais bagarre pour bagarre, ça m'intéresse pas vraiment et je trouve que ça dénature un petit peu le hockey. Le dernier point que je voulais souligner avec vous, c'est le côté absence de support des amateurs. C'est vraiment un show, la NHL. On est là pour, euh, pour voir, mais on n'est pas là pour s'investir. Encore une fois, il y a une exception, il y a Montréal, on en parlera un petit peu parce qu'il y a une ambiance vraiment exceptionnelle, je pense, à Montréal. Mais il n'y a c'est pas cette culture d'encourager les joueurs. On réagit plus qu'on agit sur le match. Et c'est vrai que cette culture-là, alors peut-être qui vient de ma déformation entre guillemets européenne, étant abonné au Racing, hein, Racing de Strasbourg. Mais ce côté, je m'assis et voilà, je regarde, euh, ça change vraiment. Vous allez sur n'importe quelle patinoire
en Europe, il y a des gens qui vont chanter, alors avec plus ou moins d'importance sur le pourcentage des gens en tribune, hein, voilà, entre Berne où il y a une tribune entière qui est debout et peut-être Zurich où c'est une patinoire un petit peu plus, voilà, ou un peu plus chaud, dirons-nous, le Hallenstadion. Il y a peut-être une différence, mais pour autant, il y aura quand même un groupe d'ultra qui va mettre l'ambiance. Et c'est vrai que cette ambiance, ben, c'est assez bizarre. On se croirait peut-être dans un match de Première Ligue où il n'y a pas vraiment d'ultra qui vont soutenir les clubs, comme il peut y avoir en Suède, où j'ai encore en souvenir Lausanne-Genève, un derby toujours un petit peu chaud. Et c'est vrai que ben, ce côté-là, je pense qu'ils aimeraient bien l'avoir. On voit que Wemby en NBA essaye de le mettre hein, chez les Spurs, mais ça ne prend pas ou peu en dehors des playoffs. Je me rappelle d'une soirée all-white à Winnipeg où il y avait une ambiance de dingue. Mais en dehors des séries, c'est vrai. Alors, beaucoup de matchs, hein, attention, 41 matchs à domicile. C'est sûr que c'est un certain coût aussi le billet, hein. Un billet à Toronto en dessous de 80, 100 dollars, c'est impossible. Donc ça fait 75 euros environ en dollars canadiens. Euh, c'est un certain coût. C'est sûr que c'est pas le même type de public qui peut se permettre d'aller voir tous les matchs, mais c'est un petit peu dommageable et ça dénature, je trouve, un petit peu le hockey. C'est un sport qui se joue en salle et du coup il y a ce côté vraiment omniprésent du public, alors qui peut être négatif, hein. J'ai grandi du côté de Mulhouse où il y avait des fois des débordements un petit peu et c'était pas forcément la bonne solution, mais ça manque un petit peu, je trouve, à la NHL, à une exception près. Faut reconnaître que Montréal, en ce moment, alors c'est très résultat oriented, hein, je pense que voilà, ils ont une équipe qui va les faire vibrer pendant les 10 prochaines années, euh, mais ça reste la seule patinoire où je ressens ce côté un peu folie qui peut ressortir à n'importe quel moment. Ce côté où le public va s'enflammer pour les gestes de Demidov, va s'enflammer sur un but de Caulfield. On sent que c'est des amateurs qui connaissent leur sport et qui vont vraiment accompagner leur équipe, la pousser dans ses retranchements pour l'accompagner vers le but ultime qui est la Coupe Stanley. Et j'ai du mal vraiment pour l'instant à retrouver cette ambiance partout ailleurs. Même par exemple le Madison Square Garden qui est reconnu pour être une salle très, voilà, très physique où on met la pression aux joueurs, en tout cas en matière de NBA surtout. Allez, bon, les Rangers ça aide pas cette année, ils sont cataclysmiques, mais j'ai pas ce même ressenti. Il peut y avoir aussi à Boston en NBA où il y a vraiment cette ambiance un petit peu pesante. Ouais, NHL, j'ai pas ce ressenti en tout cas actuellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était la discussion de la semaine. Et là maintenant, on va essayer ensemble d'analyser rapidement le Power Play de Montréal. Alors on va essayer. Je vous promets rien, on va essayer. C'est un outil qu'on a essayé de développer. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que le PowerPlay de Montréal, c'est vraiment intéressant d'en parler parce que il est très caractéristique. Alors déjà, on va commencer par l'entrée de zone de Montréal. C'est toujours un petit peu la même chose comme postulat. On a bah, ça. Mais non, c'est bon. Attendez, c'est moi. Si je sélectionne pas le bon, ça va pas marcher. On a toujours Lane Hudson qui se trouve derrière. Et puis on a des joueurs qui vont attendre ici. Euh, donc généralement c'est Slavkovski, Demidov et Caulfield qui vont attendre et qui vont essayer entre guillemets d'être des plots, mais ils vont essayer de bloquer un petit peu les adversaires qui vont essayer de ben, eux bloquer l'entrée de zone de Montréal. Alors non, on va faire un petit peu différemment. On a généralement un attaquant et puis les trois qui essaient de prendre en individuel. Donc lui, il essaye de coller un petit peu, mais tout en empêchant de prendre le milieu de glace. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, en toute honnêteté, je les ai vus, j'ai quasiment vu, bah, depuis janvier, j'ai quasiment vu tous leurs matchs. Ils ont toujours fait la même entrée de zone en powerplay et ça marche à chaque fois. Euh, c'est notre ami Hudson, qui est peut-être l'un des meilleurs patineurs au monde actuellement, qui prend le palais et qui monte. Toujours la même chose. Et là, à cet endroit-là, bah, il va laisser le palais derrière lui. Et en fait, il va glisser comme ça le long.
mais en ralentissant et en se désintéressant du palais. Et il laisse le palais à l'arrêt au niveau de cette ligne bleue. Et le schéma, c'est toujours le même. C'est Nick Suzuki, qui arrive lancé comme un boulet de canon. Euh, les défenseurs sont toujours un petit peu obligés de suivre Hudson parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il peut garder le palais, il a la capacité de dribbler quand même très facilement. Et là, c'est vraiment Suzuki qui va prendre le palais et il a carte blanche. C'est-à-dire que tous les autres sont du coup arrêtés, ils ont suivi Hudson dans sa montée, et donc les joueurs se retrouvent sans vitesse, et donc le but de Caulfield, ça va être de rentrer en possession avec le palais, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, euh, et installer le power play par la suite euh, contre des adversaires. Alors je pense que c'est vu à la vidéo, ils savent très bien ce qu'ils vont faire, mais pour l'instant, j'ai pas vu encore une équipe réussir à empêcher Suzuki de rentrer avec le palais. Faut savoir que c'est un joueur très très bon en possession de palais, mais c'est assez impressionnant de voir que c'est toujours cette entrée de zone qui est choisie. Alors après, Caulfield parfois nous fait une variante, il décide de lâcher le palais en entrée de zone au fond, mais comme il arrive avec tellement plus de vitesse que les autres, il se retrouve à reprendre lui-même le palais et ils installent derrière le power play. En powerplay, comment ça se passe? Ben, c'est très intéressant à mon sens, et c'est ça aussi dont je voulais parler. On a un schéma de jeu avec de multiples options. On a généralement un Suzuki qui est par là, un Caulfield qui est plus bas mais qui rôde vraiment dans cette zone-là, un Slavkovski qui est dans la zone, un Demitov de ce côté-là, et on a Hudson qui se balade sur la ligne bleue. Il va de ce côté-là, de ce côté-là. Hudson a énormément de qualité, mais son shoot n'en est pas un. Il compense vraiment avec sa qualité de passe. Alors on va placer juste les adversaires, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Non, c'est pas ce que je voulais. Euh, on va les placer hein, vraiment, voilà. Généralement, ils essaient de bloquer Caulfield et les deux là essayent d'empêcher Slavkovski de faire quelque chose. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce schéma de là, on a, au contraire d'autres équipes qui sont parfois centrées sur un joueur, moi j'ai en tête, et je pense qu'on l'a tous, Ovechkin qui se place là et tout le jeu penche de ce côté-là. Là, en l'occurrence, on a vraiment différentes options. On a le one-timer de Demidov. Je trouve qu'il a vachement progressé d'ailleurs. One-timer qui peut se transformer en une passe pour une déviation. Donc c'est quand même très intéressant. On a Hudson qui peut chercher la déviation de Slavkovski ou la déviation de Caulfield qui lui va rôder de ce côté-là du poteau. On a Suzuki qui de son côté ben, va essayer de chercher Caulfield de manière préférentielle. Si nécessaire, il va remonter vers la bleue pour décaler Caulfield dans cette position au niveau des oreilles pour lâcher un one-timer. Mais il a aussi, et on l'a vu plusieurs fois, ils échangent le palais de manière répétée entre Caulfield et Suzuki, dans le but d'avoir Slavkovski qui se décale d'un côté ou de l'autre. Slav, il a vraiment des déplacements où il essaie de se séparer de son défenseur, il va reculer, lui va plonger, lui va compenser pour aller sur Hudson, et Slav se retrouve de temps en temps esselé, il est gaucher, il peut enchaîner avec un tir de volée, et c'est parfois très intéressant. Et ce que je trouve dans ce schéma de jeu bluffant de la part de Montréal, c'est que le power play qui est à 25%, qui est quand même le troisième de la ligue, euh, ben, il est dominant parce que, alors, Caulfield est très fort, on l'a vu mettre un but en angle fermé là l'autre jour qui était impressionnant sur Sorokin. Je pense qu'actuellement il y a peut-être 3 joueurs qui sont capables de faire ça dans le monde. Donc c'est vraiment impressionnant. Mais dans ce schéma de jeu, moi j'apprécie les multiples possibilités que Montréal a, que ce soit dans l'entrée de zone qui marche honnêtement à 90% du temps, comme dans les déplacements que peuvent avoir les joueurs. Ils sont tous très mobiles. Euh, Slav a une grosse présence devant la cage. Caulfield peut remonter à cet endroit-là. Suzuki vient là, ça décale. Et c'est Demidov qui plonge de ce côté-là. Et pour l'instant, c'est vrai que bah, pour moi, c'est la meilleure supériorité numérique euh, en NHL. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de voir parce que c'est des jeunes joueurs. Il y en a, enfin, il n'y a pas de côté égoïste à prendre 5-6 tirs sur la même action. J'ai en tête une action de Tage Thompson, qui est un très bon joueur au demeurant, mais qui prend 5 tirs de suite. Et à la fin, ça en devient presque comique. Mais clairement,
Ce schéma de jeu actuellement fonctionne à Montréal, il marque quasiment à chaque match en supériorité numérique, et c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées d'analyse ou autres, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et puis on essaiera d'analyser ensemble lors de la prochaine émission. Euh, Normalement, bah moi j'ai pas j'ai pas de joueur de la semaine pour le coup, j'ai pas de joueur à vous faire deviner. Je sais pas ce que vous pensez de ce second épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me permet toujours de m'améliorer. Je remercie aussi Juju qui m'a aidé à préparer l'émission et c'est vraiment un plaisir de pouvoir compter sur lui. N'hésitez pas, on essaie de se revoir, bah, je pense, mercredi prochain ou peut-être ce week-end si j'ai le temps avec les fêtes de Pâques, si j'ai le temps de faire un petit débrief ou je pensais faire éventuellement une petite tier list, des petites tier list un petit peu marrantes, un petit peu drôles. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres idées, on essaiera de les faire ensemble. Je vous remercie encore de nous avoir suivis et puis bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!